Eh bien, écoutez, merci beaucoup, une fois de plus, d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette, alors la toute dernière ligne droite de ce 35e forum philo Le Monde Le Mans sur le thème de la nostalgie. Il s'est passé plein de choses pendant ce forum. On a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. On a aussi pas mal ri, ce qui est pas mal, ça fait du bien en ce moment. Et hier soir, on a été très nombreux à pouvoir assister, voir ou revoir donc votre magnifique film Trois souvenirs de ma jeunesse, Arnaud Desplechin. C'était au cinéma Les Cinéastes. Et alors vraiment, c'était parfait, c'était vraiment le bon choix. Et ça donnait presque l'impression, il y avait tellement de résonance et d'écho entre votre film et le forum qu'on avait l'impression que tout le monde s'était donné le mot à la tribune et dans la salle pour créer tous ces échos. D'emblée, on a pensé à d'emblée Ulysse et Ita qui étaient présents et Barbara Cassin les avait nommés. Il y avait aussi presque le Je me souviens. Hervé Le Tellier nous a cité des fragments du Je me souviens de Pérec. Eh ben, c'est dans les premiers mots du film. Je me souviens, évidemment, c'est aussi le titre. On a même l'anthropologie et Triste Tropique de Lévi-Strauss qui est dans les mains du jeune Paul à un moment donné qui le lit. Alors ça fait rêver, il est tout jeune et il lit Triste Tropique. Enfin bref, avant de passer la parole à la salle, on va avoir une quarantaine de minutes de discussion ensemble. Et je vais me contenter de prendre quelques questions, relancer quelques questions, quelques interventions de la salle, mais aussi de la tribune. Vous les relancer pour vous faire réagir en tant que cinéaste, puisque à ce forum, je le répète toujours, on aime bien donner la parole non seulement à des philosophes assermentés, mais aussi à toutes sortes, à d'autres intellectuels, et également à des artistes, à des chorégraphes, et donc aussi à des cinéastes. Je voudrais vous présenter quand même en quelques mots. C'est pas évident de vous présenter, je ne vais pas résumer ou ramasser votre œuvre qui est très très riche, puis en plus vous avez un incroyable talent pour passer d'une forme, d'un registre à l'autre, du western sentimental au film d'espionnage métaphysique, du conte à la comédie, en passant par la farce. Mais j'ai envie de dire que justement, c'est sans doute pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Tous vos films, quelque part, sont hantés. Ils sont hantés, s'il y a bien un point commun, c'est que tous sont hantés par le passé, par les fantômes du passé. Je ne vais pas tous les citer, mais ne serait-ce que le premier, ce moyen-métrage qui s'appelle La vie des morts. C'est un titre magnifique, La vie des morts. C'est l'histoire de plusieurs familles qui attendent comme ça la mort d'un cousin, d'un jeune homme qui agonise parce qu'après s'être tiré une balle dans la tête, donc qui s'est suicidé. Il y a aussi, je voudrais citer La Sentinelle autour d'une tête de mort, Esther Kahn, Roi et Reine, encore une fois autour d'un suicide, Frères et sœurs, un règlement de compte d'une sœur et d'un frère sur la tombe des parents morts. Donc voilà, on voit des continuités thématiques. Toujours quelque chose manque, en même temps toujours que cette chose fait retour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que chez vous, ça rejoint ce qui a été dit ce matin sur le rapport entre le passé et l'avenir, la nostalgie. Chez vous, la nostalgie est toujours une manière de réintroduire du neuf dans le présent, de faire revenir le passé dans le présent. Vous savez qu'on a beaucoup cité Walter Benjamin ces derniers jours, encore ce matin. Walter Benjamin avait cette formule magnifique qui disait il faut brosser l'histoire à rebrousse-poil. Et moi, je me demandais si vos films, votre œuvre n'était pas une manière de s'adresser à la nostalgie en lui faisant des pieds de nez. Mais pour vous répondre, quand j'ai reçu votre invitation, j'étais saisi qui m'honorait. Et je suis ravi d'être ici. J'étais saisi d'une grande inquiétude, parce que ça me trottait dans la tête. J'ai tout de suite dit oui, avec le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai dit oui. Et le soir, me couchant, je demandais à mon ami, mais j'espère que je ne suis pas nostalgique. J'avais un effroi comme ça. Et le lendemain matin, je me demandais pourquoi. J'avais peur et ça m'était désagréable comme ça d'être interrogé à cet endroit-là. Est-ce que je suis nostalgique? Est-ce que je consacre ma vie au cinéma, et je crois que le cinéma est un art du présent. Avec André Bazin, qui est un grand fondateur de la pensée critique du cinéma, ou avec Panofsky, je pense que le cinéma est un art dont l'outil est le réel, et donc un art du présent. Alors du coup, je me disais, j'ai pas droit à la nostalgie. Vous voyez, je me disais, mince, j'accepte l'invitation du monde, mais alors du coup, ça veut dire que je suis un mauvais réalisateur. Il faut absolument que je repousse la nostalgie, quoi.
Et je pensais, pour être... parce que ça peut sembler abstrait, c'est une micro-expérience qui m'est arrivée il y a 10 jours. J'allais présenter pour la rétrospective un film que j'admire beaucoup à Beaubourg, et qui était le Shoah de Claude Lanzmann, ayant eu la chance de connaître Claude Lanzmann. Et alors Shoah, comme on le sait, qu'on ait vu le film ou non, c'est un film qui parle de la destruction des Juifs d'Europe, d'une histoire du passé. Et le film est fait sans archives, et tout le film est fait au présent. Et produit sur vous, quand vous voulez bien en être les spectateurs, un effet de présence à vous-même. La Shoah ne s'arrête pas. C'était un mot de Lanzmann quand le ministre des Affaires étrangères israélien lui avait commandé le film. Il lui dit: on voudrait que vous fassiez un film sur l'Holocauste. Et il avait dit: non, je ferai un film qui sera un Holocauste. Donc de vous convoquer à un présent absolu. Et ce présent du cinéma, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Et pourtant, je vois bien que dans mes films, j'évoque... Les personnages sont hantés par leur mémoire, hantés par leur passé. Mais je trouve que c'est une tâche du cinéma d'être amoureux du possible, comme disait Kierkegaard. J'avais noté la citation qui était dans Comment je me suis disputé. Il n'y a-t-il rien de plus parfumé, de plus pétillant, de plus enivrant que l'infini des possibles. Alors le fait que le cinéma soit immédiat comme ça m'était précieux. Alors justement, vous parlez d'art du présent, mais c'est aussi un art de la présence, ce qui est fort. On a beaucoup parlé du corps et la nostalgie, l'ancrage de la nostalgie dans le corps, etc. Ce qui est frappant, hier soir on était tous au cinéma, on a regardé votre film, et ça me fait penser à une jeune étudiante des Beaux-Arts qui est intervenue, qui a dit: mais est-ce que notre génération n'a pas la nostalgie d'un monde d'avant les réseaux sociaux, où finalement il y avait une chaleur humaine, il y avait justement une coprésence comme ça, une cohabitation, un rassemblement, etc. Est-ce que finalement le cinéma, comme art du présent, mais aussi comme capacité à regrouper des gens dans une salle, enfin, ce qui a été longtemps le cas, n'est pas déjà tourné vers une autre époque? Oui, cette jeune femme avait déjà la nostalgie d'un moment où on pouvait se réunir au cinéma, être ensemble au cinéma, et pas devant Netflix ou pas devant juste les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est une inquiétude. D'abord, par rapport à cette jeune femme, je pense, quand j'ai tourné le 3 souvenirs de ma jeunesse, j'ai rencontré les acteurs et je leur ai dit: surtout, voyez pas mes vieux films, voyez, et parlez de vous. Ne parlez pas de moi, parlez pas de ma génération. Et alors après, quand on avait montré le film à Cannes, il y avait des spectateurs dans la salle qui disaient: mais alors, vous écrivez plus de courrier. Et la jeune actrice, Louise Roy-Le Collinet, disait: mais j'écris des textos sublimes. Vous voyez, elle pensait avec la même fierté que... Et voilà, elle disait tous les mots, j'aurais pu les dire. Et pourtant, c'était dans une langue qui n'était pas la sienne, mais elle pouvait parler d'elle-même à travers des mots que je lui proposais, quoi. Mais cette inquiétude qu'il n'y ait plus de salle de cinéma, de ne pas avoir l'image projetée, qui pour moi est très différente de l'image qui vient de la télévision. Il y a un mot de Godard qu'on a beaucoup commenté, qui est: quand vous allez au cinéma, vous levez les yeux, et quand vous regardez la télé, vous courbez la nuque. Vous voyez, c'était pas le... On peut contester ce mot, hein. Mais j'aime bien penser par rapport à la mélancolie, mais j'embrasse le thème. Je vous écoutais hier et ce matin, et je mesure maintenant des motifs mélancoliques dans ce que je fabrique. Alors nous, c'est plutôt de la nostalgie, hein, attention. Enfin, oui, de nostalgie. Il faut être précis, là. Oui, pour la mélancolie, vous repasserez le prochain. Tout à fait. La douleur du retour. Je lisais le livre d'Aurore Racassin. Mais est-ce qu'on a la nostalgie de ces salles de cinéma où on allait? Bien sûr qu'on l'a, mais c'est arrivé très très vite dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, si je ne vais pas la résumer, vous voyez, en 1925, il y a plein de textes critiques, le cinéma muet, le cinéma sonore, c'est en 27. Et en 25, l'apogée du cinéma muet, avec les sublimes films des immigrés allemands qui arrivent aux États-Unis, tout le monde disait: c'est foutu. Le cinéma primitif, c'était tellement beau, quoi. Le cinéma de 1905, c'était indépassable, quoi. C'est mort. Là, le cinéma est mort. 27 arrive le cinéma sonore. Tout le monde dit: c'est foutu, c'est foutu. Le cinéma, c'était vachement mieux en 25, c'est terminé. Après arrive la couleur. L'art cinématographique est ruiné.
Après arrive la télévision, c'est la bérésina, c'est la fin de tout. Après arrive le numérique. Pensez, on ne filme plus en photochimique, mais en numérique. C'est terminé, tout ça c'est fini, quoi. Et donc le cinéma a toujours été pris dans un mouvement de déploration que je connais bien de sa mort. Et il y a deux figures connues de la mort du cinéma comme ça, surtout connues en France. Une très connue et l'autre un peu plus obscure. L'une connue, c'est Jean-Luc Godard, qui a parlé de la mort du cinéma très vite, quoi, qui avait cette nostalgie très jeune dans sa carrière. Il a parlé de la mort du cinéma, il prévoyait la mort du cinéma, il pensait à sa propre mort. Je pense aussi à une figure qui a été très importante pour moi, qui était la figure de Serge Danet, qui fut certainement peut-être le plus grand critique de cinéma français que nous ayons eu, et qui avait contracté le sida, et qui, à partir de sa maladie, a commencé à penser à ce thème de la mort du cinéma qui le hantait. Et moi, les lisant, les écoutant, c'était avant que je fasse des films, je me disais, mais est-ce que le cinéma est mort? Tout ça, le maître Godard tonne que le cinéma est mort. Et je pensais à une autre figure du cinéma, qui est la figure de Truffaut. Et Truffaut, je vous entendais le mentionner hier, qui est un petit peu l'image qu'on a comme ça, on pense à Baiser volé, ou on pense à des films qui sont un peu nostalgiques, comme ça, du passé, et pas de la géographie, mais du passé. Et Truffaut, lui, a toujours été extrêmement attentif à l'actualité du cinéma. Je me souviens, jeune homme, avant d'arriver à Paris, je lisais dans le Nouvel Obs et des textes où il disait, alors il y a un nouveau réalisateur qui est formidable, qui a fait Annie Hall, il s'appelle Woody Allen. Il écrivait un autre texte, alors il n'était plus critique du tout, mais quand il y avait des films je me souviens d'un texte qu'il avait écrit aussi dans le Nouvel Obs sur Fassbinder. Il disait, il faut absolument voir Fassbinder, il y a une nudité masculine magnifique dans tel plan, etc. Il était très attentif à ça. On sait les liens qu'il a eu avec Spielberg, qu'il reconnaissait du Nouvel Hollywood. Et donc je pensais qu'il y avait un paradoxe très beau, qui était très propre au cinéma, qui était la figure de Godard, qui aura tourné toute sa vie des films modernes, et qui était infiniment nostalgique du cinéma muet, et la figure de Truffaut, qui a fait des films nostalgiques, mais avec un goût pour le temps présent très fort. Et voilà, en vous écoutant parler de Truffaut, effectivement, c'est quelqu'un dans la salle d'abord qui a parlé de Truffaut, et puis je crois que Hervé Letellier aussi en a parlé. C'est vrai que chez vous, il y a quelque chose de très beau, c'est que depuis toujours, hein, moi j'ai retrouvé des très vieux entretiens de vous, enfin la documentation du Monde qui est merveilleuse, a retrouvé des très vieux entretiens de vous quand vous étiez tout jeune, et tout de suite, il y a une espèce de paroles pleines de gratitude comme ça et d'émotion quand vous parlez de Truffaut, de Bergman, de Woody Allen, de Scorsese, etc., des westerns. Et finalement, ça rejoint une des choses qui ont été beaucoup dites pendant le week-end, c'est-à-dire qu'exactement de la même manière que... D'ailleurs, vous m'avez parlé hier peut-être je ne devrais pas le répéter, mais du plaisir immense que vous aviez maintenant à avoir un fils qui a 18 ans et qui se met à vous parler de philosophie beaucoup mieux que vous pourriez en parler, qui vous apprend plein de choses, etc. Et qui a des références et qui reprend des références que vous avez aussi, etc. Et donc, exactement de la même manière on s'est beaucoup baladé dans cette idée que la nostalgie pouvait être tournée vers le passé, mais que aussi c'était une manière d'ouvrir l'avenir. Vous avez une très belle façon de faire de la référence à des auteurs disparus et à des maîtres. Vous avez une manière de leur rendre grâce en vous tournant vers l'avenir. Quelque part, pour vous, créer au cinéma, c'est d'abord rendre grâce aux aînés et à ces noms que vous avez cités. Et c'est vrai que les aînés m'aident à embrasser le présent, quoi. C'est-à-dire ça tient aussi que l'image est présente au moment où vous la projetez. C'est pas exactement, ça se passe, hein, c'est pas pour dire du mal de la télévision, il se passe des choses formidables à la télévision, mais quand l'image est projetée, tout d'un coup les gens ils vivent au présent. C'est ça qui est très singulier. Vous voyez, je reprends ce film que j'ai vraiment plus qu'en haute estime, qui a changé ma vie, Shoah. Vous les voyez au présent. J'ai revu le film, vous voyez, avant de le présenter à Bobo. Je voyais, ils sont présents, ils sont là tout de suite. Alors du coup, de voir les films j'ai un devoir comme ça, il me semble. Et je ne vais pas vous casser les oreilles avec les hommages, mais j'aimerais bien le mentionner parce que il y a 2 semaines, j'ai raté, c'était la semaine dernière, c'était l'enterrement de Michel Simon, qui était un très grand critique de cinéma et un ami.
et qui était un homme, et j'ai eu 2 maîtres comme ça, qui appartenaient à 2 revues qui ont fondé la dispute française depuis les années 50, qui étaient Positif, la revue de Michel Simon, et les Cahiers du cinéma, où travaillait mon maître, Jean Douchet, qui est mort également. Ils étaient très âgés. Et je pense toujours avec trouble, et je voulais rendre un hommage à Michel Simon sur un point singulier, c'est que les films, c'est des objets humbles. Il me semble, hein, je vous écoutais, mais que, vous voyez, la peinture, ça vaut la peine, on peut s'en occuper toute sa vie. La musique, bien entendu, la poésie, la philosophie, les arts sérieux, quoi. Les films, c'est très très fragile parce que c'est populaire. Alors ça passe de mode, ça s'altère, on a toujours peur, on se dit mais est-ce que je l'aimerais encore dans 2 ans? Est-ce que j'étais pas idiot? Est-ce que c'était pas mes jeunes années, etc. Et moi j'ai connu ces 2 hommes, et Michel, je l'ai connu, j'ai un souvenir comme ça, très malade. J'attendais, c'était pendant la projection d'un de mes films, j'étais à Cannes dans le hall, et j'attendais parce que je peux pas voir mes films. Et puis il y a un appariteur très embarrassé qui arrive et qui me dit « Je suis désolé, mais il y a un monsieur handicapé qui arrive, qui fait partie d'un groupe d'handicapés qui sont invités à Cannes, et il voudrait demander un autographe. » Et je vois Michel Simon s'approcher, c'était lui qui m'avait fait une facétie, et il avait 2 cancers et il avait une attaque, et il s'approche, il s'assied de moi, et il me dit « Tu as vu le film turc ? Tu n'as pas vu le film turc, mais qu'est-ce que tu fais à Cannes, etc. » Et il dévorait les films. Et lui, le cinéma, il avait un appétit de tout ce qui pouvait être nouveau dans les films. Jean Douchet, c'était la même chose. C'est la seule personne, c'était un critique, mais des Cahiers du cinéma, qui a très peu écrit, qui a plutôt commenté à l'oral les films. Souvenir comme ça que me rapportait une amie de Jean Douchet arrivant au restaurant et disant « Ah, j'ai faim, monsieur, je vais vous prendre 2 menus. » Et elle disait, c'est la seule fois où j'avais vu quelqu'un commander 2 menus pour le même repas. Et il dévorait les films jusqu'à ses derniers jours. Il écrivait des textes sur Lars von Trier, sur un film assez polémique, etc. Il était investi dans ce qui se passait ici et maintenant. Et moi, il s'est passé un phénomène nostalgique, c'est que cette semaine, jeudi dernier, je devais commenter un objet humble. Je pensais que j'allais venir ici, et je devais commenter de façon docte Pretty Woman, qui est un film que j'aime beaucoup. Bon. Et je me suis dit, je ne vais plus y arriver. Je vieillis, je vais pas arriver, je vais me dire, je vais être déçu par le film. Puis je l'ai revu, et puis on a commencé à parler avec la critique de cinéma, et puis je m'emballais, et je commentais le film, j'arrivais à le déplier, à faire plein de trucs, et je voyais que le film était toujours aussi vivant aujourd'hui que quand la première fois je l'avais vu. Mais c'est pas facile d'aimer des objets comme Pretty Woman, vous voyez. C'est plus facile de bien aimer, je sais pas, Pollock ou le Caravage, ou des trucs infinis. Mais c'est tellement humble. Alors c'est ça, dans cette peur-là que je me tiens toujours. Et alors, vous savez, il y a une autre chose qui est dans une des craintes, ou une des choses qui ont circulé, vous parliez de votre peur. À plusieurs reprises, il a été question, c'est quelque chose qui avait beaucoup émergé pendant le forum, de savoir si finalement les écrivains, peut-être les cinéastes, etc., n'étaient pas des pourvoyeurs de nostalgie, mais non seulement des pourvoyeurs de nostalgie, mais des gens qui vont faire jouir de la nostalgie. Il a été beaucoup question de la nostalgie comme jouissance de la perte, comme jouissance de la ruine, avec tout ce que ça pouvait avoir d'ambigu ou peut-être même de périlleux. Est-ce que vous, avec vos films qui sont donc hantés et aussi très pourvoyeurs de nostalgie, vous avez l'impression que quelque part vous faites jouir les gens qui les regardent de la perte en tant que telle? J'étais très frappé hier, oui, par le mot de l'objet perdu en tant qu'il est, pardon, de l'objet perdu, de la perte de l'objet perdu en tant qu'il est perdu. C'est d'arriver à aimer. La nostalgie, pour moi, en tout cas dans les films que je fabrique, il me semble que c'est réussir à récupérer, à arracher au temps qui passe, à arracher des brides de choses et à les récupérer, à en être sûr, de les posséder, quoi. C'est pas un acte, justement, c'est pas un acte mélancolique pour moi, la nostalgie, c'est un acte actif pour m'approprier quelque chose au moment où il m'est arraché, si j'accepte qu'il me soit arraché. Je prends un exemple qui est le film qui était projeté hier soir, 3 souvenirs de ma jeunesse. Ça m'amuse aussi sur la nostalgie, vous voyez, parce que le film devait s'appeler Nos Arcadies. C'était le titre que j'avais donné au scénario, et
Et de la même manière que j'avais dit aux jeunes gens, quand je les rencontrais en casting, surtout ne voyez pas mes vieux films, je leur avais dit, bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est les Arcadies. Et tout de suite, un jeune acteur m'avait répondu, je suis désolé, je ne suis pas de ta génération, moi j'ai un téléphone. Et donc il avait regardé, il savait parfaitement ce que c'était, quoi. Mais alors le distributeur qui était de ma génération avait dit, c'est impossible d'appeler un film Nos Arcadies, parce que c'est trop clivant. Vous voyez, ça sépare les publics, etc. Et tous les jeunes gens disaient, du film, disaient, mais non, non, il faut absolument l'appeler Nos Arcadies, parce que c'est comme Arcade Fire, c'est cool comme titre. Et donc, ils n'avaient aucun problème avec ça. C'est nous qui projetions, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais enfin, pour revenir sur ce thème de ce qui est perdu, de cet objet où, quand on accepte qu'il est perdu par la nostalgie, peut-être on peut l'arracher au temps qui passe. Je pense à la scène qui conclut le film. C'est Paul doute de lui-même, de sa propre existence. Il a une espèce de vertige cartésien. Il ne sait plus s'il est lui-même ou son double. Et à ce moment-là, Louise Roy-Le-Collinet l'embrasse sur la bouche, elle le goûte. Et au moment où elle le goûte, elle lui dit ben, « c'est bien toi ». Et donc il est rassuré sur quelque chose. Et tout d'un coup, on croit avoir vu... Et il me semble que c'est quelque chose que j'ai raconté plusieurs fois sur des modalités différentes. On croit avoir vu l'histoire de Paul qui est épris d'Esther, Esther étant son objet et lui étant le sujet, qui crie autour d'elle, qui pense à elle, qui la trompe, qui lui est fidèle, qui se bat avec son souvenir, etc. Mais à ce moment-là, il réalise qu'elle le connaissait mieux que lui. Et ça, j'ai l'impression que c'est une mélancolie, une nostalgie de l'amour qui est très forte, qui est le moment où vous comprenez que, bien sûr, vous avez raté les gens que vous avez prétendu aimer. Bien sûr que vous les avez ratés. Bien sûr que tous les gens que vous pensez avoir connus, vous les avez méconnus. Mais il y a un moment miraculeux, et peut-être le cinéma peut parfois filmer ces miracles. Il y a un moment miraculeux dans la vie qui pour moi, est lié au sentiment nostalgique. C'est quand vous réalisez que vous avez été maladroit en amour, mais la personne en face, elle vous a connu, que c'était un sujet, qu'elle avait un savoir sur vous. Et vous voilà nostalgique de ce que vous ne connaîtrez plus jamais, qui est vous d'avant. Vous voyez? Et cette personne en est le dépositaire. Je me rends compte que je suis très obscur, alors je vais prendre un exemple. Vous voyez, je pense au livre de Roland Barthes, La Chambre claire, où il regarde des photos de sa mère. C'est un livre infiniment nostalgique. Il pense à l'amour, et sa mère, l'a-t-il connu? Non, mais elle l'a connu. Et il est en deuil de cet amour qu'il a reçu de sa mère. Et c'est un livre qui, à chaque fois que je lis les pages sur sa mère, me font pleurer. Et cette modalité de l'amour-là, c'est une nostalgie, mais c'est une conquête en même temps. Vous arrivez à conquérir quelque chose. Je me souviens de la fin de Comment je me suis disputé. C'était une fin un petit peu pareille, puisque c'était une femme qui parlait qu'un homme. Et Mathieu Amalric téléphonait à Marianne Denicourt, et Marianne Denicourt lui disait « Mais je t'ai changé. Avant moi, tu étais moins bien. » Et tout d'un coup, lui pensait avoir été éperdument amoureux du personnage de Sylvien, et il se rendait compte qu'elle l'avait connu mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Et ça, pour moi, c'est un objet de nostalgie très fort. C'était la scène où elle finit par lui dire, elle dit à Paul, tu es toi, c'est ça, tu es toi. Et donc ça aussi, c'est un point qui a été beaucoup abordé, la question du dédoublement, enfin du trouble d'identité et de la nostalgie comme quelque chose qui fait surgir en soi un autre moi, c'est-à-dire le moi d'avant, etc. Et donc comment tout d'un coup un moi du passé vient surgir. Et d'ailleurs le dédoublement est permanent, parce qu'il y a aussi la question de ce jeune homme qui a donné ses papiers d'identité, donc il se retrouve avec un autre Paul à l'autre bout du monde qui porte le même nom, qui a la même date de naissance, etc. Et ça pose la question de ce dédoublement pour vous en tant que cinéaste. On disait, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, parce que tout ça s'entremêle un peu maintenant, mais que la nostalgie crée comme des bulles générationnelles. Et finalement, quand on voit Paul dans le film qui assiste à la télévision à la chute du mur de Berlin et qui dit « je regarde la fin de mon enfance ». Mais vous, alors vous regardez pas vos films, mais quand vos films sont projetés, vous assistez à la fin de quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, pour ma génération, si j'ose dire, ou pour toute une génération, vous avez été et vous restez le leader du jeune cinéma français. Vous étiez voilà, Desplechin, c'est peut-être encore, je sais pas, le leader du jeune cinéma français. Mais évidemment, quand même le temps passe pour tout le monde,
Et donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de dédoublement et de nostalgie et peut-être de petits plissements au cœur, de tout ça, quand vos films, comme un film comme celui d'hier soir, est diffusé? Vous regardez la fin de quoi? Avec mes films? Oui. Et chaque fois que ça s'allume, c'est présent. Je vais vous répondre. Si je peux, je vais vous répondre en deux temps. Bien sûr. Non, mais j'ai oublié, donc je peux tout de suite passer au deuxième temps. C'est comme l'intervention de ce matin dans la salle, le monsieur qui a dit je parlerai à la fin de l'intervention de Camille Riquet, à laquelle j'ai pas assisté, mais qui est celle qui m'a le plus intéressé. Donc là, on est le premier point était ça, la première réponse était sans doute la plus intéressante, mais on ne saura pas laquelle. Il y a une anecdote, c'est Truffaut quand il était quand il n'était pas très âgé puisqu'il est mort très jeune. Truffaut avait donc un cancer au cerveau, il avait une trépanation, etc. Il était voilà, et c'était une anecdote que m'a rapporté ma sœur cadette Raphaël. Je ne sais plus de qui elle la tenait. C'est une anecdote véridique. Et il était dans son lit, il ne pouvait plus sortir, il n'allait plus voir les rushs sur le dernier métro, c'était Deneuve qui allait voir les rushs, il était vraiment très handicapé par cette opération au cerveau. Enfin, il était tout à fait vaillant, et il regardait la télé, et il regardait le film, je vous parlais de son côté solaire, le côté extrêmement enthousiaste pour tout ce que le cinéma peut apporter de neuf, et autant, quand il était cinéaste, mais quand il était jeune homme, il était très dur, il était connu pour écrire dans la revue Art et au Cahier du cinéma pour être très très caustique. Et il regardait au cinéma de minuit et il revoyait des films de sa jeunesse, des films des années 30, 40, 50. Et il fulminait devant ses amis en disant « Mais j'avais parfaitement raison. J'avais parfaitement... » Il disait « Regarde ce plan, c'est ignoble, c'est révoltant, etc. » Et il avait la même fièvre, le truc. Alors moi, ça m'est arrivé d'une façon plus heureuse cette semaine, donc du coup, je suis tout fier devant vous. C'est Pretty Woman, vous pouvez le prendre pour un film mineur. Donnez-moi un lecteur DVD, je vous prouve en 8 secondes que c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez, et j'ai la même fièvre, ça n'a pas bougé. Alors maintenant, il y a une chose qui a bougé, et peut-être sur mes films, je ne m'en rends pas encore compte, je m'en rendrai mieux compte quand je serai mort. Mais il y a une chose très troublante, c'est que, vous voyez, il y a un petit film des Frères Lumière que j'aime beaucoup, pour plein de raisons, qui est un film où on voit les Champs-Élysées. Et il y a des petites filles qui jouent je sais pas, à droite cadre et les calèches qui passent par là. Et c'est très court, hein, c'est les bobineaux lumière comme ça. Alors le cinéma va avoir 130 ans. J'aurais connu son centenaire, puisque je suis âgé, donc j'ai connu le centenaire, le passage. Je vois des jeunes cinéphiles, le cinéma est déjà 100 ans. Vous voyez. Moi non, le cinéma n'avait pas encore 100 ans quand j'ai commencé à aller. Et donc quand les gens, ils allaient au café, à l'opéra pour voir les films des Frères Lumière, ils voyaient cette image noire et blanche un peu étrange, et tout d'un coup, au miracle de la projection, ces gens étaient vivants à nouveau. Et aujourd'hui, à cause de ces 130 ans, j'ai la certitude, quand je vois ces 3 petites filles qui jouent et il y a un garçon, je sais que c'est des morts. Donc le cinéma a changé de nature avec le passage du temps. C'est que le film est la preuve que ces gens sont morts. Ils sont ramenés à la vie et c'est la preuve que ces gens sont morts. Et j'étais frappé parce que je revoyais... donc il y a un effet de déploration encore, un effet de déploration propre à la machine cinéma. Vous voyez, je pensais, je ne veux pas faire le calcul tant j'aime le film. Je vous disais que j'avais dû revoir Shoah pour cette présentation. Donc j'ai revu, c'est quand même 9h30, donc c'est un voyage, quoi. Et je revoyais, et je pensais à ce film des Frères Lumière, et je me disais, on voit ces hommes admirables qui faisaient partie des Sonderkommando, c'est-à-dire les gens qui étaient au plus près du processus de destruction. Et je me disais, mais combien sont encore en vie? Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette mémoire? Vous voyez, je pense à un mot qui est un mot d'un autre film de Lanzmann qui s'appelle Sobibor, qui se termine, le prologue se termine par « Écoutons la parole vive de Yehuda Lerner ». Et j'adorais cette phrase, la parole vive. Alors le cinéma, ça permet qu'il y ait de la parole vive, mais aujourd'hui, le cinéma nous montre en même temps notre extrême vulnérabilité, c'est-à-dire notre terme possible. Pour ça, je vous disais, je le saurais mieux quand je serai mort. Je me dirais, ah oui, mes films ont vieilli quand même. Mais pour l'instant, je ne m'en rends pas compte.
Mais c'est marrant parce que finalement, tout à l'heure, vous avez dit qu'à chaque étape, à chaque petit changement technique, technologique, etc., à chaque fois, il y a eu cette déploration du c'est foutu, le cinéma est foutu. Donc finalement, vous ralliez à la masse des personnes qui sont intervenues ici, parce que à peu près tout le monde a dit que le c'était mieux avant, c'était n'importe quoi, qu'il fallait jamais... Et alors c'est intéressant parce que je vais vous raconter quelque chose que je ne devrais pas vous raconter, mais ça reste entre nous. Le soir, vous vous souvenez que Thomas Dodman, qui est donc le grand historien de la nostalgie, enfin qui est un des grands historiens, il a fait ce livre de référence sur la nostalgie qui est paru au Seuil il y a 2 ans. Et il nous a expliqué lui aussi qu'à chaque étape, toujours, on pensait toujours que tout fout le camp, comme le Mouloudji, il a cité Mouloudji, etc. Et il a dit qu'à chaque fois c'était faux, que c'était une illusion, etc. Et puis alors le soir, on discute à table, et puis je lui demande comment ça se passe, parce qu'il enseigne aux États-Unis, à Columbia, et alors je lui demande comment ça se passe. Il me dit c'est compliqué, je me tourne de plus en plus vers la France. Bon, vraiment, ça reste entre nous, hein. Parce que les départements d'études consacrés à la France ont quasiment disparu. Ça, c'est des choses qui sont connues. Et en fait, il y a très très peu maintenant d'étudiants américains ou de chercheurs américains qui travaillent sur la France, sur la Révolution française, sur n'importe quelle période de la France. Et donc je lui dis bon, alors donc pour quelqu'un comme vous, c'était mieux avant. Il me dit oui, c'était vraiment mieux avant, hein. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est très bien d'avoir montré à quel point c'était mieux avant est souvent une illusion et parfois dangereux, etc. Mais curieusement, il est possible que parfois dans l'histoire de l'humanité, quelque chose ait été mieux avant. Et là, sur le cinéma, je vous ai à nouveau posé la question et votre réaction a été... Donc, vous pensez aussi que pour le cinéma, ça sera mieux demain? Non, je pense 2 choses. Là, ce coup-ci, je m'en souviens. Il y en a une, je pense que c'est vrai, c'est très bien de dire que c'était mieux avant. Je pense que c'est pas une histoire drôle, c'est des interviews que j'ai vues. Il y a un cinéaste qui est un petit peu moins connu, mais qui est un très grand cinéaste qui s'appelait Victor Sjöström, il a fait l'acteur dans Les Fraises sauvages, qui est un film de Ingmar Bergman, qui a fait La charrette fantôme, c'est un des films muets, qui a fait une petite carrière aux États-Unis avant de revenir en Suède. Et je pense à Dreyer, qui est un cinéaste de Jeanne d'Arc, de Dies Irae, etc. Et Bergman, chaque fois qu'il y a toutes ces interviews, on lui dit « Mais alors vous êtes quand même un très grand cinéaste ». Et Ingmar Bergman dit « Ah ben non, moi comparé à Sjöström, vraiment c'est pourri ce que je fais, c'est naze, quoi. J'essaye de faire comme Dreyer, j'y arrive pas, quoi. Je sais plus comment on fait, je sais plus. Et alors ce que j'adorais, c'est que après, dans ma vie, est arrivé Woody Allen, et chaque fois qu'il y avait des interviews de Woody Allen, il disait « Non, soyons sérieux, mes films, c'est des blagues. Le vrai cinéaste, c'est Bergman, quoi. Vous voyez, à part Bergman, il n'y a rien. Moi, je fais des caricatures américaines de Bergman. Ce que je fais, c'est raté. » Alors après ça, quand moi, j'allais faire des films, j'ai la plus grande admiration pour 12 ans de la carrière de Woody Allen, où il a fait 14 chefs-d'œuvre en 12 ans. Je crois que c'est unique dans l'histoire de l'art cinématographique. Et... après ça, moi, j'ai fait des films et des critiques bienveillants m'ont dit « Ah bah, ça nous rappelle Woody Allen ». Alors moi, je pensais avec grand embarras, dans ce que je fais, c'est quand même nettement moins bien que Woody Allen, soyons clairs. Je crois que j'ai raison, je crois que Woody Allen avait raison, je crois que Bergman avait raison, je crois que le mieux, c'est Dreyer. Donc nous allons au pire, mais on y va joyeusement. C'est un peu que ça que je pense. Il y avait un deuxième point, non? J'ai oublié. Non, parce que vous voyez, par exemple, du même genre, dans cet entretien que j'ai retrouvé de vous en 92, vous voyez, c'est un certain temps, vous parliez d'un moment où il y avait les grandes controverses, des grandes polémiques autour du cinéma, où il fallait choisir son camp justement entre positif et les cahiers du cinéma. Enfin, il y avait plein de cliques, de clans, etc. Et on entrait dans le monde du cinéma en prenant parti. Et ça me fait penser que, moi, il y a quelques années, les éditions Gallimard avaient organisé un déjeuner comme ça, avec plein de gens de chez Gallimard, pour nous dire ce qu'ils pensaient du monde des livres, vous voyez, de la façon dont les livres étaient traités dans le monde, et la littérature. Et il y avait un éditeur très offensif et très bien qui m'avait dit « Mais moi, ce qui m'emmerde avec vous, pour dire les choses clairement, c'est que on voit pas qui vous soutenez en termes de tendance. Vous voyez, à une époque, il y avait des grands trucs, on soutenait le nouveau roman, on était contre le nouveau roman, et puis l'autofiction, etc. Et là, maintenant... on ne sait pas qui vous soutenez, avec qui vous... Voilà. Et je lui avais dit, oui, mais sauf que le front, la ligne de front est beaucoup moins claire, c'est beaucoup moins évident. Et effectivement, je sentais chez lui une grande nostalgie
de l'époque où il y avait, où le champ littéraire pouvait être décrit comme un champ de bataille, on pouvait cartographier les forces en présence et dire on va plus ou moins soutenir tel ou tel camp. Est-ce que chez vous, il y a à nouveau une forme de nostalgie pour l'époque? Parce que c'est pareil, j'ai l'impression pour le cinéma, on voit pas trop quelles sont les grandes polémiques, enfin, en tout cas je les connais pas. Est-ce que vous avez la nostalgie de l'époque où entrer dans le monde du cinéma, c'était aussi choisir son camp? Oui, je me souviens de ça, parce que quand on est rentré à l'école de cinéma, je ne dirais pas le nom du professeur que nous avions. Nous venions de voir Raging Bull de Scorsese. Okay, voilà. Et nous avions un cours de découpage. Nous étions en première année, c'était deux semaines après que nous soyons rentrés dans l'école. Et c'était un concours de 3 mois, c'était très difficile. On était 20 élèves, tous à égalité comme ça. Et on avait cours de découpage. Et donc, donc il avait dit, je vais vous faire cours aujourd'hui, vous avez des questions. Alors, un élève plus audacieux avait levé la main en disant, tiens, vous avez vu Raging Bull? Le prof avait dit, non, Scorsese ne sait pas filmer, je vais plutôt vous montrer mon film. Nous avons vu le film, je ne dirai pas le nom du cinéaste, nous avons vu le film du cinéaste, c'était le matin, après il y avait cantine, et l'après-midi, il n'y avait personne dans sa salle. Et en fait, on a fini toute notre scolarité sans aller au cours, parce qu'il y avait la fracture du Nouvel Hollywood. Et donc, on n'a plus jamais été à un cours de cinéma, et ils ont dissous l'IDEC 1 an et demi après que je sois parti, et ils ont fait la FEMIS à la place, parce qu'on ne voulait plus aller en cours. Parce que l'effet de rupture, c'était le Nouvel Hollywood. C'était vraiment la rupture, quoi. C'était pas possible. On ne pouvait plus parler à quelqu'un. Donc, je l'ai connu, et je trouve ça heureux qu'aujourd'hui, les polémiques puissent être plus douces. Je trouve pas, je regretterai pas ça. J'ai retrouvé le deuxième point de ma déploration, je vais le partager avec vous, mais en même temps, vous êtes tous philosophes, moi pas, et je connais que le cinéma. Et donc ça va peut-être vous ennuyer, donc je vais essayer de le faire vite, mais c'était mieux avant, parce que je montrais Pretty Woman, et que le cinéma américain a eu un privilège incroyable, incroyable. C'est que dans des objets industriels, de divertissement, dans les coins du film, il y avait de l'art. C'est sidérant. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire John Ford, c'est un industriel. John Ford, il a fait des séries télé, Howard Hawks aussi, etc. C'était des industriels, ces gens. Enfin, ils travaillaient pour des industriels. Et jusqu'au, je sais pas, Alien. Vous regardez Alien 2. C'est admirable, Alien 2. Il y avait de l'art dedans. Et aujourd'hui, à cause du mode de financement des films, à cause de plein de choses où il faudrait faire de l'histoire de l'art pour expliquer ça, si vous allez voir des films de divertissement américains, aujourd'hui, c'est moins bien. C'est franchement moins bien. C'est pas fait avec soin, c'est pas dialogué avec virtuosité, c'est moins bien filmé, les cascades sont moins bien, etc. Puis quand vous revoyez un souvenir du passé qui revient, un souvenir des années 80 ou 90, vous dites « Ah merde, c'était pas mal quand même ». Alors, je vais prendre un film que j'aime bien, mais qui n'est pas un chef-d'œuvre, Maverick, Top Gun Maverick. Le producteur a 85 ans, il voulait faire le film, c'est un film populaire de divertissement, et il y a des trucs super dans le film. Mais maintenant, dans le cinéma américain, c'est devenu extrêmement rare. Alors, je pourrais le déplorer, mais d'un autre côté, moi qui allais plutôt voir des films américains, maintenant je vais plutôt voir des films français ou asiatiques, parce que je trouve que c'est plutôt mieux fabriqué, enfin plus intéressant, et c'est plus habité, quoi. Mais c'est vrai que le passage du temps, ce privilège qui date du cinéma muet, de cette incroyable capacité du cinéma populaire américain de parler au monde entier, ce privilège n'est plus américain, c'est fini. Je me souviens, la première fois que j'ai vu, c'était il y a très longtemps, Pékin était encore une ville grise et communiste, j'allais voir des films populaires chinois en Chine, des comédies. C'était très, 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 très mauvais. J'étais effaré. Et je connaissais bien le cinéma chinois, mais le cinéma d'auteur chinois. Mais le cinéma populaire ne savait pas parler de la même manière que le cinéma français populaire avait du mal à s'exporter. C'est le cinéma d'auteur qui s'exportait. Et ça, j'en porte, parce que j'ai tant aimé le cinéma américain, j'en porte le deuil. J'ai la nostalgie de l'époque où l'Amérique savait parler pour le monde entier. Eh ben, ils savent plus. Ils savent plus le faire. Vous avez parlé de cinéma populaire, il y a eu une question dans la salle à un moment donné qui disait est-ce que finalement c'était un homme, je me souviens, qui était là-haut comme ça, qui a dit
est-ce que finalement la nostalgie c'est pas un truc de bourgeois? Est-ce que c'est pas forcément un affect, un sentiment, une émotion qui est réservée à ceux qui ont le temps de se poser toutes ces questions, etc. Et ça m'a fait penser que vous, c'est intéressant parce que vous êtes une sorte de transfuge de classe, comme on dit maintenant. Vous venez d'un milieu qui n'était pas spécialement ni intello, ni dans l'art, etc. Et vous venez de Roubaix, et votre père était représentant de commerce et votre mère globalement femme au foyer, je crois. Et vous racontez d'ailleurs que quand vous êtes arrivé à l'école, à l'IDEC en question, vous aviez quasiment aucune culture cinématographique, vous aviez juste vu un peu des Walt Disney, des shows, des westerns, etc. Et on vous a aussi beaucoup reproché de mettre en scène des bourgeois, des petits bourgeois en tout. Et vous répondez souvent, bah oui, mais c'est le milieu que je connais. Moi, je sais filmer ce milieu-là. Et puis le roman, c'est le genre qui a été inventé pour décrire la bourgeoisie, etc. Mais je pensais à tout ça en voyant le film hier. Et ce qui est drôle, c'est que ça se termine quasiment où il y a une voix off, je crois, qui dit, la voix off c'est très important, et qui dit, mais finalement je me suis aperçu que le couple que je filme, ce jeune homme et cette jeune femme qui ont cette histoire si belle, je m'aperçois finalement que c'était un couple de pauvres. Donc finalement dans ce film-là, vous faites, je ne sais pas si c'est un cinéma populaire, mais un cinéma en tout cas qui filme l'amour du peuple, dans le peuple. Oui, c'était comme si c'était une pudeur qui m'avait empêché de me dire que oui, j'ai pas connu, mes parents n'ont pas connu la condition. Si, ma mère, oui, moi non. Mon père non plus, n'a pas connu ma mère a connu la condition ouvrière. Moi pas. J'ai été élevé et puis c'est les années aussi, c'est mon âge, quoi, j'ai une éducation très politique, j'ai aimé la politique, et puis après je suis rentré en philo et je me suis dit que c'était plus intéressant, et en terminale. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression de parader, j'ai eu quand même une enfance protégée par rapport à des camarades. Je suis caucasien, j'ai connu les expulsions sous Marcellin, j'ai pas vécu ça. Donc je me disais, j'en parle avec pudeur, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a fallu attendre un certain âge pour me dire, bah oui, en fait, j'ai quand même vécu la vie d'un jeune homme pauvre, quoi. Ça c'est vrai. Mais c'est qu'au passé que je peux me le dire. Au présent, j'ai toujours eu l'impression de vivre comme un prince, quoi. Esther, c'est une princesse. Vous voyez, c'est une fille de milieu populaire, mais quand elle refuse d'apprendre à jouer au Go, quand elle refuse de lire, quand elle refuse de parler, elle a un nom de reine déjà. Vous voyez, donc elle s'est pas vécue comme ça. Elle s'est pas vécue. Elle a pas voulu vivre elle a pas voulu vivre son statut social. Et peut-être c'est peut-être une pose bourgeoise. Mais je n'ai pas désiré dans ma vie, et du coup dans les histoires que j'arrive à fabriquer, de gens qui revendiquent leur statut social. Je pense même à un film pour lequel j'ai plus de l'affection, à Roubaix une lumière. La performance de Roche Dizem me bouleversait. Et il se vit comme le prince de Roubaix. Il ne se vit pas comme ce qu'il raconte, hein, un gamin qui est venu d'Algérie et puis qui est devenu flic, et machin, il ne se vit pas comme ça. Et je ne sais pas penser à moi en termes d'appartenance à une classe sociale. Je ne sais pas le faire. Et justement, cette question juste de la voix off, j'aurais voulu vous interroger sur cet outil de la voix off, en tant que presque comme technique. Pendant ce forum, on a parlé de la nostalgie comme une visée, comme quelque chose qui permet d'observer. Il y a eu tout un tas de métaphores qui ont été utilisées comme une espèce d'instrument de fulgurance, comme ça, pour plonger dans le passé, raviver l'avenir, etc. La voix off dans le film, dans vos films en général, mais surtout dans le film dont on parle, là, 3 souvenirs de ma jeunesse, quel est son rapport à la nostalgie en tant qu'instrument d'exploration du passé? Bah, au début, quand j'ai mis de la voix off, c'était parce que il y avait 2 trucs que je me souviens dans les manuels, puisque donc nous n'allions pas en cours à l'école de cinéma. On disait il faut jamais jouer devant les acteurs parce que ça les empêche de jouer, donc le réalisateur doit être neutre. Donc moi, je fais l'arlequin devant eux, je n'arrête pas de jouer devant eux, pas pour leur montrer ce qu'il faut faire. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je joue devant eux. Et l'autre truc, c'est qu'il ne faut pas mettre de voix off, c'est anti-cinématographique. Et quand j'ai vu des films de Scorsese, je vais en prendre un où la voix off est vertigineuse, c'est Casino, il me semblait, parce que j'aime beaucoup le cinéma muet, mais il me semble que quand vous mettez de la voix off, ça rend... vous revenez au geste du cinéma muet. C'est-à-dire que, vous voyez,
les vieilles théories disent que les films muets, aujourd'hui, à la Cinémathèque, sous Langlois, il fallait les voir en muet sans piano. Moi, j'aime pas voir les films muets sans piano, j'aime bien qu'il y ait un narrateur qui me prend par la main et qui me raconte l'histoire. Et du coup, quand il y a un narrateur, comme, je sais pas, Le Temps de l'innocence de Scorsese, il y a une voix off qui est un texte d'Edith Wharton, et qui me prend par la main, et moi, j'écoute pas bien ce que dit la voix off, et je me dis, ah, là, c'est triste quand même. Là, il y a du suspense. Mais j'écoute juste, je regarde les sentiments et ça libère l'écran du dialogue, quoi. Et ça me permet de revenir aux origines du cinéma, ce cinéma qui était nettement mieux avant, Dreyer, nettement mieux que Scorsese. Mais enfin, bon, on est aujourd'hui, donc on fait des films avec les outils d'aujourd'hui. Et maintenant, ce qui me frappe quand vous parlez de la voix off dans Trois souvenirs, c'était un ami, Ken Jones, qui m'avait dit ça, et j'y avais pas pensé en faisant le film. Je me suis dit, c'est drôle parce que ce jeune homme qu'on voit, Paul Dédalus, tant qu'il est joué par Quentin Dolmer, c'est un petit peu un vieux monsieur. Il est misogyne, il est un petit peu trop sage, un peu raide, gauche, etc. Il est comme un petit vieux, quoi, pendant tout le film. Et quand le voilà enfin arrivé à 50 ans, au café, il se conduit avec une arrogance de jeune homme et une fièvre de jeune homme, et enfin, il a 18 ans. Et ce jeune garçon, dont la mère s'est suicidée, comme ça, il a une vie très... c'est un mot anglais qui me vient, restrained, comme ça, un petit peu refermé sur lui-même. Et voilà que quand il arrive à 50 ans, il s'autorise enfin l'extrême bêtise et arrogance de l'adolescence. Et je trouvais ce paradoxe de temps... avait à voir avec la nostalgie, c'est que cette nostalgie s'offrait enfin une jeunesse qu'il n'avait pas pu s'offrir avant. Et le voilà, Amalric, narrateur du film, de ce couple de jeunes pauvres qu'il était. Puisque vous parlez de jeunesse qu'on peut s'offrir ou pas, ma toute dernière question avant qu'on passe la parole, qu'on ait une discussion tous ensemble, ça serait justement sur le rapport d'un cadeau que vous pourriez faire à la jeunesse. Vous avez vu que pendant ce forum, et notamment ce matin avec Catherine Chalier, il y avait l'idée de l'oubli, mais aussi de l'oubli, et presque la nostalgie d'une époque où on pouvait justement faire de la nostalgie un instrument d'ouverture vers l'avenir, mais en même temps où il fallait qu'il y ait de la nostalgie. C'est-à-dire effectivement presque la nostalgie d'une époque où on pouvait être nostalgique de tout un tas de choses. Alors on a parlé de plein de choses, là vous parlez du cinéma, on a parlé du mouvement ouvrier, des écoles de cadre du Parti communiste qui a été posé dans la salle, etc. Vous, si vous deviez, puisque c'est finalement une des choses qui auront circulé, c'est l'espèce de transmission d'un rapport à la nostalgie ouvert sur l'avenir. Et vous, si vous deviez choisir une chose dont vous auriez envie que les jeunes cinéastes... Parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure sur Desplechin, un peu le fer de lance du jeune cinéma français. Si vous deviez aujourd'hui transmettre une chose dont la jeunesse devrait être nostalgique pour s'élancer vers l'avenir, ce serait quoi? Des réalisateurs de cinéma? Ou de la jeunesse? La jeunesse en général. Enfin, peut-être ça fait les deux points. Faites les deux, si vous voulez. Les réalisateurs, je sais pas... chacun fait comme il peut, quoi. Non, mais si vous avez si votre fils ou quelqu'un d'autre vient vous voir en disant, voilà, je me lance dans le cinéma, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous avez peut-être une chose dont vous dites qu'il faudrait qu'il ou elle soit nostalgique pour justement que son avenir de cinéaste si vous voulez me dire, est-ce que je suis un vieux monsieur imbécile? Je le suis. Hein. Je dis des trucs de paternaliste. C'était pas le sens de ma question. Paternaliste effarant, quoi. Mais non, bien sûr, vous voyez, j'ai l'impression d'appartenir, et c'est une illusion, hein, due à mon âge, d'appartenir à une génération où on aurait donné notre vie pour le cinéma, pour n'importe quel travail dans le cinéma. Et j'ai toujours la peur de me dire, mais est-ce que des jeunes gens pourront aimer le cinéma plus que leur propre vie, quoi? Est-ce qu'ils pourront encore faire ça? Vous voyez, les films de Zieberberg que j'allais voir, Hitler, un film d'Allemagne, et je me tenais debout parce que le film durait 7 heures et que je m'endormais. Et quand j'étais debout, quand je m'endormais, la chute me réveillait. Et vous voyez, au festival des cahiers du cinéma, est-ce que vraiment ils seront jusqu'au boutiste à ce point-là? C'est ce jusqu'au boutisme-là. Mais ça, à chaque fois, je vois que c'est un trait de l'âge qui me vient. C'était un ami de mon père. Nous en moquions à la table familiale, qui disait à ses enfants,
Et mon père s'en moquait et s'en moque encore avec beaucoup d'esprit. Ce père, qui était un père abusif, terrifiait ses enfants en leur disant « Mais moi, à votre âge, je dévorais ». Et alors on trouvait ça d'un ridicule achevé. Et je me rends compte que je suis devenu cet ami de mon père. Et donc je m'en amuse. Non, mais en même temps, c'est beau. Vous pouvez dire, effectivement, à une jeune femme ou un jeune homme qui vient vous voir en vous disant « Je me lance dans le cinéma », vous pouvez lui dire voilà, sois nostalgique d'une époque où on pouvait aimer plus le cinéma que ses propres films. C'est une belle... c'est un beau geste de transmission. Ça n'est pas un geste de vieux con. Bon, écoutez, sur ces mots enthousiasmants, je vous propose qu'on ouvre la discussion. On a un bon moment devant nous pour discuter avec Arnaud Desplechin de son film que vous avez vu hier soir, pour d'autres choses qui ont circulé tout au long du forum. Je pense qu'il y a des micros qui... Si vous le permettez, oui. Parce que je crois que je sais répondre à sa question, mais sauf si vous voulez prendre la parole avant moi. Allez-y, concluez. Non, mais c'était pour partager. Je m'étais juré, j'ai dit à cet ami, je ne leur raconterai pas cette histoire parce que j'en ai fait l'objet d'un chapitre du film que je suis en train de terminer. Elle m'a dit, surtout ne leur raconte pas ça, mais c'est une très belle histoire, alors je vais vous la raconter, et ce sera moins théorique. Et ce sera un spoiler, donc n'allez pas voir mon prochain film parce que ça parle de ça. Et c'est une histoire, je voudrais pas écorcher le nom, oui, non, mais je le connais par cœur. C'est une histoire du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes gens, vous voyez, et aux jeunes gens par rapport au cinéma et par rapport à ce que le cinéma peut leur apporter. Donc je vérifie parce que j'ai toujours peur de me tromper. C'est le rabbi Israël Ben Eliezer, qui était très fameux fondateur du mouvement hassidique et très spirituel et un homme d'une telle piété qu'il accomplissait des miracles. Et donc je pense à cette histoire qui est dans un film de Godard au début, qui est raconté au début de Hélas pour moi, qui est un film de Godard que j'aime pas beaucoup. Alors j'adore Nouvelle Vague, mais Hélas pour moi, c'est celui avec Depardieu qui est moins bien. Et le peuple juif était menacé de la destruction, et le Baal Shem Tov s'est rendu dans un certain endroit dans la forêt. Il allumait un feu sacré et il a dit une certaine prière. Et le peuple fut épargné. Plus tard, le Baal Shem Tov, vous la connaissez, est décédé. Et, puisque c'est le sort qui peut arriver souvent, que nous connaissons trop bien, son peuple était à nouveau en péril de destruction. Alors le disciple du Baal Shem Tov s'est rendu dans la forêt. Il a retrouvé l'endroit, il a su faire le feu sacré, mais il avait oublié la prière. Mais parce qu'il avait retrouvé le lieu et parce qu'il avait fait le feu sacré, le peuple fut épargné. Le disciple du Baal Shem Tov voyait son peuple menacé. Une génération plus tard, s'est rendu dans la forêt. Et il a retrouvé l'endroit, mais il ne savait plus faire le feu, il ne savait plus la prière. Mais parce qu'il avait retrouvé le lieu, le peuple fut épargné. Le disciple du Baal Shem Tov voyait son peuple menacé, il s'est rendu dans la forêt, il ne savait plus l'endroit, il ne savait plus la prière, il ne savait plus faire le feu, mais il savait raconter l'histoire. Alors le peuple fut épargné. Mon travail, c'est de savoir raconter l'histoire. Voilà.